Merci Cyril pour m'avoir fait confiance pour ce travail particulier. Je ne suis pas un familier des musées, donc je vais essayer de... Je parle de nouer l'invisible, le visible et l'invisible, mais il va falloir nouer aussi ma méconnaissance des musées et ma connaissance de la psychologie humaine. Ça va, vous êtes bien installés? Il fait un peu froid, mais au départ, je voulais faire une déambulation dans le musée, puis Cyril m'a dit, ça va peut-être être compliqué, donc voilà. Mais je vais essayer d'être pas trop long. Toujours embêtant les gens qui disent ça, parce que c'est l'inverse qui se passe. Donc merci de m'avoir invité pour ce temps de rencontre. Merci aussi à tous ceux qui travaillent dans ce musée de nous accueillir ce soir. Et puis merci de vous être déplacés au milieu du froid, du brouillard. Voilà. Du corps à l'esprit, du visible à l'invisible, le prendre soin a vu sa trajectoire entrer dans une nouvelle dimension ces 5 dernières décennies. La psychanalyse et l'art, dans leurs différentes composantes, peuvent nous permettre un temps de relecture salutaire pour penser notre vie d'aujourd'hui, pour penser le soin apporté à l'humain dans sa globalité, dans son entièreté d'être. J'aime beaucoup cette expression, son entièreté d'être. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, votre présence ce soir et ce temps passé à penser est vraiment primordial, au-delà des peurs des fois qui nous emmènent dans des choses difficiles ces derniers temps, ces dernières années, au-delà aussi d'une certaine rapidité du temps actuel, entre les médias, les réseaux sociaux, etc. Je crois que c'est vraiment important de s'asseoir et de prendre ce temps comme ce soir pour penser notre vie. Voilà, un sacré programme et un programme sacré. Jean-Philippe Pierron, philosophe, d'ailleurs, insiste sur cet essentiel. Le musée est une institution où l'humanité se cherche. Cet événement culturel qui nous est offert par le musée de Dole propose donc de renouer le visible et l'invisible. Penser la vie, n'est-ce pas justement établir un pont, un lien, voire une alliance entre le visible et l'invisible? Alors vous allez peut-être me dire, avec juste raison, mais qui est-il celui-ci pour nous parler ainsi? Alors je vais vous répondre avec parcimonie, avec progression, puisque justement, il est question ici de trajectoire. Non pas une dichotomie entre le passé et l'avenir, oh, c'était mieux avant, non. Ce qui serait du côté de la rigidité, de l'amertume, d'une amertume dépressive, mais une trajectoire, une mise en sens de ce qui évolue, de ce qui se transforme, se transmet, s'accomplit. Penser ce que nous faisons ce soir tous ensemble, c'est bien cela, construire du sens, donner du sens à la vie, donner la vie. Penser la vie, c'est vraiment pour moi du côté du vivant. Une aide pour penser le monde, écrit aussi un autre philosophe, Alexis Anne Braun. La qualité d'un agir dépend de la pensée qui l'a précédé. Et Françoise Lecor ajoute, élaborer nous inscrit dans la durée, dans le sillon de l'existence. J'ai un collègue qui disait, mais comment ils font pour écrire des choses si belles? J'aimerais bien moi aussi écrire des choses si belles. Élaborer nous inscrit dans la durée, dans le sillon de l'existence. Et c'est ainsi que le travail psychanalytique est une aventure centrée sur la trajectoire, sur notre trajectoire humaine. Cette exposition, d'ailleurs, dans le musée, sur le prendre soin, nous fait comme ça déambuler d'une pièce à l'autre. Et la première pièce n'est pas moins valable que la dernière pièce. Mais il y a ce cheminement, il y a cette trajectoire. Nous sommes amenés à progresser dans cette trajectoire qui fait de la rencontre avec l'œuvre en général, une transformation de l'être. C'est-à-dire une transformation de l'être parce qu'une vraie rencontre, nous dit encore la philosophie, c'est celle dont je vais ressortir changé. C'est-à-dire s'il y a rencontre, je ne peux plus être le même qu'avant.
D'ailleurs, ce soir, si la rencontre a lieu, vous allez ressortir différents. Alors, justement, pour que nous soyons dans une vraie rencontre, ce soir, n'hésitez pas à intervenir, à questionner si besoin. Je suis parfois très péremptoire dans mes propos, alors n'hésitez pas à réagir. Et puis, mon propos ce soir est bien moins intéressant que ce que vous allez pouvoir vous écouter tout en m'écoutant. Écouter de vous en m'écoutant. Une sorte d'écoute flottante, une attention, ce qu'on appelle nous une attention flottante, à deux voix. Alors deux voix VOIE et deux voix VOIX. Donc, la première chose à vous dire de ce lieu d'où moi je vous parle, c'est que personnellement, je suis dans la pratique très humble, je l'avoue, de plus en plus humble d'ailleurs, du prendre soin depuis déjà une bonne quarantaine d'années et je ne m'en lasse pas. Même si je ne suis pas du tout pour la retraite à 77 ans, je ne m'en lasse pas. Mais ma trajectoire professionnelle, vous allez le voir, a subi des soubresauts, des évolutions, des tournants. Mon intervention sera donc une sorte de triptyque, alors avec au centre, voilà, cette déambulation que vous avez peut-être pu vivre avant cette conférence. Donc avec au centre cette déambulation d'une pièce à l'autre du musée, et puis avec d'un côté ce que pourrait nous dire la psychologie, la psychanalyse sur cette notion du prendre soin. Et puis, de l'autre côté, puisqu'il s'agit d'une rencontre, comment moi-même et puis comment vous-même, nous avons pu découvrir, évoluer dans cette même période. Alors je regarde, j'essaie de deviner les âges, mais bon, voilà, on va dire on est à peu près dans la même moyenne d'âge, même s'il y a des jeunes. Donc, pour partir de cette idée du visible, donc énoncée dans l'introduction, d'abord, cette exposition nous offre un visuel de la trajectoire du prendre soin qui remonte en 1540. Si je mets à l'écart ce magnifique tableau du Bon Samaritain, qui lui, bien sûr, est une histoire plus ancienne. Mais voilà, 1540 pour le plus ancien des tableaux, avec les travaux du célèbre anatomiste André Vézal. Alors, André Vézal était originaire de Bruxelles, et puis enfant, il habitait à côté d'un lieu de potence, c'est-à-dire où on pendait les méchants. Et alors, il était enfant, il avait voilà, 7, 8, 9, 10 ans. Et en 1540, quelqu'un qui était pendu, ben, ma foi, il restait à pourrir à côté de la potence, quoi. Et André Vézal, lui, du coup, ben, comme tout enfant curieux, est allé voir un peu de près. Imaginez aujourd'hui ce qui pourrait se passer si un enfant comme ça allait reluquer un cadavre. Et donc, il allait voir de près un peu, petit à petit, comment un corps se décomposait. Et ça lui a donné la passion de la construction du corps, la passion de la dissection. Donc, il est devenu un spécialiste de la dissection. Alors, il a beaucoup travaillé en Italie, à Padoue, à Padova, en Italie, parce qu'il fallait qu'il soit loin de l'Inquisition, parce que à cette époque, la religion catholique interdisait la dissection des corps. Et le plus ancien qui a travaillé sur la dissection des corps, donc le célèbre Galien, lui, il travaillait que sur des animaux. Donc, bah, ça a donné forcément certaines erreurs, quoi. On n'est pas tout à fait identique à des singes, à des bœufs, etc., etc. Et donc, il s'est intéressé à ces corps qui pourrissaient, et il a donc, travaillé sur cette composition du corps, sur ces dissections, donc sur la vie et la mort entremêlées. Donc, cette épopée du prendre soin, en fait, elle partait bien du visible, c'est-à-dire que cet enfant qui regardait ses corps se décomposer et qui a cherché à connaître l'intérieur du corps par ce biais-là. Et puis donc, la mort était pour Monsieur Vézal le chemin nécessaire pour comprendre la vie, pour comprendre le vivant. Donc, il se servait de la mort pour mieux prendre soin de la vie. La mort nous presse toujours à prendre soin de notre vie. Et donc, sans vouloir remonter plus loin dans ces époques où nous allons passer un peu rapide sur les décennies suivantes, avec bien sûr les grands épisodes épidémiques, hein, les 200 millions de morts de la peste,
la grippe espagnole un peu plus près, pour nous trouver tous ensemble, tous en bien meilleure santé aujourd'hui, au milieu du siècle dernier. Donc, les années 1960, les guerres sont déjà loin, 1945, dans le temps, et puis dans l'espace. Au loin, l'Algérie, l'Indochine, la guerre froide. Et donc, à ce moment-là, donc il y a maintenant 60 ans, le monde économique est entré dans une certaine embellie. Nous sommes à la moitié des 30 glorieuses. Le consumérisme n'a pas encore gangréné la société. À l'école, en ce temps-là, on ne comparait pas nos baskets, nos jeans, nos anoraks. Voilà. Il n'y avait pas les marques. Et les familles, dans leur grande majorité, donc vivaient sobrement, mais vivaient bien. Et donc ainsi, loin des guerres, des grandes dépressions économiques, les années 60 vont alors se focaliser sur le souci de la santé pour chacune et chacun. Surtout le souci de préserver ce capital de santé. Et plus particulièrement, donc dans ces années, la santé des enfants. Parce que à ce moment-là, alors je parle d'une manière générale, c'est sûr que d'une famille à l'autre, voilà, d'un pays à l'autre, voilà, moi je parle un peu de ce que je vivais à ce moment-là, quoi. Et donc à ce moment-là, les enfants émergent peu à peu, euh, parce que nous sommes dans un milieu, dans un monde quand même à plus de la moitié rural. Et donc les enfants, à ce moment-là, émergent peu à peu comme sujet. Parce que dans les années 30-40, dans une population en majorité rurale, donc, l'enfant, en fait, est très vite un ouvrier agricole, voire une marchandise, cédée à la bourgeoisie des grandes villes pour assurer les tâches ménagères. J'ai découvert ça en un de mes premiers postes de psychologue en institution. J'ai travaillé en EHPAD, donc en maison de retraite. Et donc, quand une personne arrivait, était accueillie, voilà, quand la famille amenait un parent en maison de retraite, donc moi, aider de l'équipe, aider de la famille, je rédigeais une histoire de vie de cette personne. Donc sa trajectoire, justement. Et j'ai découvert, vraiment avec stupeur, je ne connaissais pas du tout ça, j'ai découvert qu'en fait, beaucoup de ces femmes, notamment, surtout de ces femmes, qui avaient donc voilà, 85, 90 ans, 95 ans, avaient connu à l'âge de 7, 8, 10 ans, eh bien, d'être, alors je ne sais pas, donné, vendu, loué, je ne sais pas, à des familles bourgeoises de Lyon, de Paris, des grandes villes, où elles servaient de servantes, quoi. C'est-à-dire qu'elles étaient dans ces familles pour laver, repasser, etc. Et je ne connaissais pas ça. Et donc, vous voyez, l'enfant, à ce moment-là, dans ces années-là, c'était vraiment un être sans parole, plus qu'un enfant. Enfin, voilà. Et donc, notamment avec l'arrivée de Françoise Dolto, qui était quand même justement comment on dit, quelqu'un qui a fait connaître l'enfant, qui a fait connaître la parole de l'enfant, et donc qui a fait comme ça, qui a fait découvrir une parole de l'enfant, et notamment, puisque nous sommes dans un musée, par le dessin. C'est-à-dire que par Françoise Dolto, très vite, les psychanalystes d'enfants, les psychologues, se sont servis du dessin de l'enfant pour essayer de mieux comprendre ce que vivait l'enfant. Donc, en fait, les psychanalystes, les psychologues, les éducateurs avaient à décrypter ces dessins, donc ces tableaux, pour rejoindre l'enfant dans ce qu'il vivait. Donc, le prendre soin, justement, dans ce que je disais au début, le prendre soin notamment de l'enfant, va nous faire entrer justement dans cette entièreté d'être que j'évoquais en introduction. C'est-à-dire que le soin, bien sûr, les enfants, justement, dans cette époque, moi, de ce que je me rappelle des années 60-70, les parents, enfin en tout cas nos parents, étaient très précautionneux du soin de leurs enfants, en tout cas au niveau médical, mais c'était un soin centré sur le physique. Et j'ai cette anecdote, moi, où le soir, on nous tartinait de Rivulsif. C'était un truc qui nous mettait le dos en sang en prophylaxie pour éviter la grippe quelques semaines plus tard, quoi. Et donc voilà, le soin, le prendre soin était centré donc plutôt sur le physique. Et donc, à travers François Dolto, à travers l'arrivée comme ça de notions de psychologie, de psychanalyse,
petit à petit, nous nous sommes mis à découvrir justement l'enfant et l'adulte dans quelque chose de plus vaste que simplement l'approche physique du prendre soin. Donc le soin n'est pas simplement physique, conservateur, il est aussi éducateur, donc dans une autorité qui mène à l'autonomie. Donc la parole, bah oui, l'enfant prend son chemin vers l'autonomie par sa parole. Alors souvent, je pose la question, je pourrais vous la poser ce soir, mais je ne vais pas vous frigorifier plus longtemps. Je dis souvent aux gens, je dis, mais quelle est la première parole de l'enfant? Et les gens souvent me disent, bah, il dit papa, maman. Je dis, non, non, mais ça, c'est des paroles qu'il répète. On lui dit, allez, dis papa, dis maman, dis ceci, etc. Mais la vraie parole, la parole qui vient de lui. Et donc, la vraie parole de l'enfant, c'est le non. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez des petits-enfants autour de vous, ou peut-être des enfants, mais à 1 an et demi, moi je me régale parce que voilà, j'ai maintenant une flopée de petits-enfants, et à 1 an et demi, 2 ans, ben, l'enfant, il dit non, quoi. Viens faire un bisou, non. Viens manger ta soupe, non. Allez, maintenant, il faut aller se coucher, non. Et cette parole, je dis souvent, c'est pas une parole pour emmerder l'adulte, c'est vraiment une parole fondamentale où l'enfant, par ce non, est en train de se distinguer de la pensée de l'adulte, de la maîtrise de l'adulte. Et donc, l'autorité, c'est de permettre à cet enfant, justement, petit à petit, de se distinguer de la pensée de l'adulte, des représentations de l'adulte. Et donc ça, c'est vraiment un prendre soin qui va être nouveau à cette époque. Alors bien sûr, hein, en tant qu'éducateur, c'est parce que l'enfant dit non que je vais faire qu'il ne va pas aller se coucher ou qu'il ne va pas faire ceci ou cela. Et c'est un peu la confusion avec Françoise Dolto qui a été rejetée par certains milieux où ben, les gens disaient bah, de toute façon, on va leur faire tout ce qu'ils veulent, voilà, l'enfant roi, etc. Non, non, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est entendre ce non comme un travail d'individuation. Voilà, alors à côté de ça, ben, nous avons Pasteur, nous avons les antibiotiques, les vaccinations, hein, polio, tétanos, diphtérie. Là, je pense que les gens parleront bien mieux que moi plus tard, ou en ont peut-être déjà parlé. Donc, beaucoup d'étapes qui montrent ce grand tournant dans un prendre soin, notamment vraiment dans cette dynamique essentielle de la prévention. Donc, cet engouement, et même cet engouement pour le soin, alors c'est pareil, c'est des anecdotes qui me restent, amenait des parents comme ça à passer en Suisse pour aller chercher des médicaments particuliers, des homéopathies, etc. Donc, je me rappelle avoir passé des médicaments homéopathiques en douce à la barbe des douaniers entre la Suisse et la France, comme quoi hein, le temps des pirates continue. Et donc, voilà, c'est tout naturellement dans cette ambiance hein, du prendre soin physique que de sécurité sanitaire, eh bien que beaucoup d'entre nous, assez nombreux, se sont retrouvés à opter pour une profession dans le soin, et plus particulièrement dans le soin à l'hôpital. Donc voilà, moi j'étais de ceux-là. Pourtant, très rapidement dans mon parcours, je me suis trouvé désemparé dans cette limite du prendre soin centré sur la seule réparation physique. Et donc, au début de mes études à l'hôpital, un premier épisode m'a profondément marqué. Vraiment, aujourd'hui encore, j'ai les images en tête, quoi. Donc, j'étais tout nouveau, stagiaire, et j'étais dans un service qui était c'était une salle commune. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, c'était des salles qui étaient 2 fois plus hautes que ça, qui faisaient à peu près d'ici au mur du fond. Et donc, il y avait dans cette salle une trentaine de malades, donc séparés par des paravents. Et donc, nous évoluions avec les médecins, les infirmiers, etc., dans cette grande salle. Alors, j'imagine, je ne sais pas si vous imaginez le boucan, entre les chariots qui se déplaçaient, enfin, c'était assez infernal comme bruit. Et il y avait dans un de ces box, alors c'était un box où dans chaque box, il y avait 3-4 lits, hein, donc vous imaginez. Et donc, dans un de ces box, il y avait un monsieur qui est, genre, je ne sais plus moi, 45-50 ans, qui s'était cassé la jambe, je ne sais pas, en tombant d'une échelle. Pareil, dans un milieu rural des alentours. Et donc, cet homme était allongé avec, alors je vous le mime, hein, donc il est allongé avec, à cette époque-là, donc il avait la jambe comme ça en l'air, avec
attaché au pied, avec des boulons, des trucs, avec un câble qui passait dans une poulie, et puis un poids au bout pour faire traction sur la jambe. Et donc, je ne sais pas si vous avez imaginé, cet homme dans cette lit, il était resté comme ça 3 semaines, un mois, en traction, comme on disait. Alors voilà, bon. Alors, dans ces salles communes, ce qui était un peu sympa, c'est qu'il y avait une certaine ambiance. C'est-à-dire que les malades, qui étaient à peu près en état, allaient jouer aux cartes ensemble, venaient papoter, lire le journal. Enfin, c'était vraiment familial, quoi. Hein. Et donc, cet homme était là avec sa jambe, voilà. Et puis, à quelques jours de la sortie, donc il avait déjà plus les poulies, les câbles depuis, je sais pas, moi, depuis une semaine. La veille de la sortie, le kiné vient, comme d'habitude, comme tous les matins, il lui fait le massage, etc. Et clac, l'os se casse spontanément. Fracture spontanée. Et moi-même, et puis bien sûr les infirmiers, les médecins, consternés, quoi. C'est-à-dire que cet homme avait quand même passé 3 semaines au bout d'un fil, et là, il était reparti pour, quand même pour un certain temps, quoi. Et ma grande surprise, alors dans le visible, hein, on parle du visible et de l'invisible, dans ma grande surprise, bah, cet homme tout souriant, pas de, pas de panique, pas de catastrophisme, il n'était pas effondré par de nouveaux soins, etc. Non, non, souriant, parlant de sa cassure, enfin bon, voilà. Et là, il y a quelque chose qui ne collait pas, quoi, pour moi. Entre le visible et l'invisible, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Donc j'ai mené l'enquête. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Comment cet homme qui est reparti pour un certain nombre de jours, de semaines de soins, comment il peut être cool, zen, souriant, quoi? Et donc alors en parlant avec lui, la famille, je ne sais plus, moi, c'était il y a quand même 50 ans, pas loin. En parlant avec lui, j'ai compris qu'en fait, cet homme vivait seul chez lui dans un fond de campagne, et que là, il avait connu pendant 3 semaines un environnement familial, chaleureux, avec des gens qui s'occupaient de lui, alors bon, avec la douleur, hein, mais quand même. Et voilà, cette anecdote m'a vraiment dit qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus, quoi. Et puis donc, j'ai une autre anecdote, alors c'est pour vous faire sourire un peu aussi, mais celle-là, elle est à la fois marrante et pas marrante. C'était dans un autre service, alors pareil, hein, moi tout jeune stagiaire, etc. Cette anecdote, c'est pour vous montrer comment le soin de cette époque était centré vraiment sur l'organe, quoi. C'est-à-dire qu'on ne soignait pas une personne, on ne prenait pas soin d'une personne, comme je l'ai dit, puis j'aime bien le dire, dans une entièreté d'être, mais on soignait un estomac, un foie, une jambe, etc., quoi. Et pareil, une anecdote m'a particulièrement à la fois amusé, mais perturbé. Donc, on était cette fois-ci en service de cardiologie. Donc, c'était un peu plus moderne. C'était des chambres. Il y avait 4-5 personnes par chambre, voilà. Et puis, donc, le cardiologue, hein, un médecin quand même respecté, respectable. Et à l'époque, c'était un peu ça, sauf c'était un peu plus confidentiel. Hein. Et donc, notre médecin-chef passe de chambre en chambre avec derrière lui la traînée d'infirmiers, stagiaires, etc. Donc, il y avait 5-6 personnes qui le suivaient. Et donc, il arrive dans la chambre, dans une chambre, il voit chacun personne. Et il arrive devant un lit, Monsieur Dupont, parce que je ne me rappelle plus son nom, mais si je me rappelais, je ne vous le dirai pas parce que je suis tenu à la confidentialité. Et donc, il arrive devant le lit de Monsieur Dupont. Et puis, donc, accroché, je me rappelle toujours, il y avait accroché sur le bord du lit, il y avait les températures. Enfin, en plus, au niveau confidentialité, je vous dis pas, hein, c'était à la vue de tout le monde. Donc, il regarde le truc, il demande à l'infirmière. Alors aujourd'hui, les infirmières se baladent toutes seules avec leur ordinateur et le médecin, il se balade tout seul avec son ordinateur aujourd'hui dans les hôpitaux. Mais là, il y avait donc toute cette armada de soignants. Et donc, il regarde le tableau, tout ça, etc. Et puis, il dit à cet homme qui a dû faire un malaise cardiaque, je ne sais pas quoi, il dit bon, ben, monsieur Dupont, ça va mieux, hein, mais maintenant, il faut marcher, hein, il faut marcher. Et là, je vois l'infirmière à côté de moi qui pâlit, qui verdit, et qui lui souffle à l'oreille, il n'a plus de jambes. Ce monsieur avait été amputé quelques temps auparavant, parce qu'il avait fait une gangrène gazeuse, je ne sais pas quoi. Mais vous voyez, c'est une anecdote. Alors bon, j'en souris aujourd'hui, mais à l'époque, on n'était pas. Surtout quand même qu'on disait à un grand professeur, un grand médecin, qu'il avait un peu déconné, quoi. Et donc,
pareil, c'est des petites anecdotes de début de formation qui m'ont invité quand même à aller voir un peu plus loin, quoi. Et puis, donc, une décennie plus tard, j'ai rencontré les travaux de Carl Rogers, donc un célèbre psychologue de Chicago, qui lui a conceptualisé la notion d'écoute active, avec comme outil vraiment très concret, très pratique, la reformulation. Et alors, ces 2 jours de formation, alors je vous la conseille, hein, parce qu'il y en a dans toute la France, ces 2 jours de formation m'ont retourné, vraiment retourné. C'est-à-dire, d'un seul coup, j'ai vu une avenue qui s'ouvrait devant moi, justement sur se prendre soin qui dépassait un peu cette limite de la réparation physique, quoi. Et donc, ces 2 jours de formation ont révolutionné ma vie et ont fait de moi un homme heureux, encore aujourd'hui. Donc, oui, 2 jours seulement, c'est pas mal, hein, dans une vie. Et donc, cette écoute active, en fait, ça marche comment? C'est-à-dire que quelqu'un vous dit quelque chose, d'une difficulté, d'une peine, d'un traumatisme, etc. Et l'idée, c'est simplement de reformuler. Alors, je vais le faire avec mes mots à moi. Je vais reformuler de ce que j'entends de ce qu'il me dit. On pourrait dire que ce médecin, il pourrait être dans cette attitude, même si des fois, certains trouvent que c'est un tableau un peu sombre. Voilà, donc l'écoute active, c'est-à-dire que je vais entendre ce que la personne me dit et puis je vais reformuler ses propos, mais bien sûr avec mes mots à moi. Et en fait, ça a 3 effets qui sont assez extraordinaires. C'est-à-dire que le premier effet, quand je reformule comme ça à une personne ce que j'entends de ce qu'elle me dit, eh ben, je vais lui renvoyer le message que c'est OK d'être cette personne qu'elle est, de penser ce qu'elle pense et de ressentir ce qu'elle ressent. Et ça a vraiment un effet extraordinaire. Moi, j'appelle ça, avec un grand mot, mais j'appelle ça une assomption de l'être. C'est-à-dire que quand vous parlez à quelqu'un et que cette personne vous écoute vraiment, c'est pour ça qu'on parle d'écoute active. Quand la personne vous écoute vraiment et qu'elle reformule pour essayer de s'ajuster à ce que vous dites, il y a cette idée que ah ben c'est OK de vivre cette catastrophe que j'ai vécue, de vivre cette douleur, de vivre cette souffrance, etc. Et là, eh ben, ça permet à la personne en plus d'aller un peu plus loin dans ce qu'elle va exprimer. Le deuxième effet, qui pour moi est important, notamment pour nous écoutants, que ce soit éducateurs, psychanalystes, psychologues, etc. Le deuxième effet, c'est que je vais entendre ce que me dit la personne, notamment, encore une fois, peut-être sur un trauma violent. Je vais lui reformuler ce que j'entends de son ressenti, de son expression, etc. Et du coup, quelque part, je lui rends. C'est-à-dire que je ne vais pas le prendre sur moi. Je ne vais pas le porter à sa place. Parce qu'il y a un truc tordu qui dit écouter l'autre, c'est te mettre à sa place. Ben non, parce que si je me mets à sa place, comme dirait Lacan, lui, à quelle place il est, quoi. Non, c'est-à-dire que je vais un peu descendre de mon histoire à moi, c'est-à-dire de mon éducation, de mes valeurs, etc. Et puis je vais monter à côté de lui, sur lui aussi son éducation, ses valeurs, etc. Et puis je vais lui reproposer ce que j'entends. Et donc du coup, encore une fois, dans une idée d'autonomie, je ne vais pas faire le travail à sa place. C'est-à-dire que oui, j'entends sa souffrance, mais je sais qu'il a en lui les ressources pour traverser ça. Mais il a les ressources si justement moi je fais ce travail de lui rendre cette autonomie-là et pas de faire à sa place. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième effet de la reformulation. Et puis le troisième effet, en fait, c'est que, eh bien, je vais, dans la relation, dans la rencontre, je parlais de rencontre tout à l'heure, eh bien, je vais vraiment vivre une rencontre dans le sens où je vais lui proposer ce que j'entends et puis lui va réajuster. Si jamais c'est pas tout à fait ça, je lui dis, oui, j'entends qu'il y a quelque chose, vous semblez triste par rapport à ce que vous avez passé. Et lui va me dire, non, non, je suis en colère. Voilà. Donc, en fait, je vais réajuster. Et dans ce livre magnifique, que j'espère que vous avez tous lu, Jean-Philippe Pierron en parle de très belle façon.
quand il écrit, page 101, il s'agit d'expérimenter l'attention au rythme de l'autre pour s'y accorder, jusqu'à inventer des mouvements partagés. N'est-ce pas là le cœur du soin lorsqu'il ne veut pas être intrusion ou réification? Il s'agit d'expérimenter l'attention au rythme de l'autre pour s'y accorder, jusqu'à inventer des mouvements partagés. N'est-ce pas là le cœur du soin lorsqu'il ne veut pas être intrusion ou réification? Réification, c'est-à-dire que l'autre ne devient pas juste un objet, l'autre n'est pas juste un organe. Pareil, à une époque, j'espère que c'est plus comme ça, dans l'hôpital, on disait oui, il faut aller voir l'estomac du 40 là. Oui, puis il y a le foie du 18 qui n'arrive plus à dormir la nuit, il faudra aller voir. Voilà. Et donc voilà, réification, ben, je fais de l'autre un objet, c'est-à-dire que je le délimite à son organe malade, à sa souffrance, à sa difficulté, quoi. Voilà, n'est-ce pas là le cœur du soin lorsqu'il ne veut pas être intrusion ou réification? C'est l'idée de l'accueil inconditionnel, la notion centrale de l'altérité. Donc Françoise Lecor, pareil, hein, titre son propos par ces mots, son intervention, elle le titre par ces mots, « Prendre soin, un axe inoxydable vers l'altérité ». C'est beau ça aussi, hein. Prendre soin, un axe inoxydable vers l'altérité. Et quand je regarde un tableau comme celui-ci, que je trouve magnifique, je disais à Cyril tout à l'heure, mais moi, en fait, il faudrait que je vienne passer 2-3 jours au musée, parce qu'on en a parlé les deux devant le tableau, et dans notre échange, chacun voyait des choses que l'autre ne voyait pas, ou avait un ressenti que l'autre n'avait pas, et c'est assez extraordinaire, quoi. Et donc, quand je regarde un tableau comme celui-là, bah, je me dis pas, ah, c'est dommage, il a mis du rouge là, moi j'aurais plutôt mis du bleu avec la lumière, etc., etc., quoi. Eh bien, l'accueil inconditionnel, en face d'une personne, en face d'un ami, en face de quelqu'un à qui j'ai à prendre soin, eh ben, il y a de cet ordre-là. C'est-à-dire que ben, voilà, j'accueille avec ce qu'il est, avec ce qu'il a vécu, avec ce qu'il me dit. Mais j'accueille aussi des choses qui peuvent être inentendables, hein, pour mes valeurs, pour mes... Voilà. Notamment, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des hommes qui étaient poursuivis pour des actes de violence sexuelle, par exemple, donc qui étaient en obligation de soins, c'est-à-dire que au lieu de les mettre en prison ou en sortant de prison plus tôt que prévu, eh ben, ils avaient cette obligation de soins, c'est-à-dire de venir travailler avec des accompagnants pour justement essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais quand vous êtes en face de gens comme ça, qui ont commis des choses quand même terribles, hein, ben, l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire ce que je disais, hein, c'est-à-dire la reformulation, etc., elle a ce travail de redonner à l'autre, non pas cette position de non-sujet par la honte, par la culpabilité, mais plutôt la honte que la culpabilité, mais de redonner à ces personnes cet être de sujet pour que lui puisse donner du sens à ce qui s'est passé. Et évidemment, ne pas réitérer l'acte. La justice, elle travaille pour la non-récidive. Nous, on travaillait en centre de soins pour que la personne aille mieux. Alors ça, c'était difficile à faire entendre, hein, au niveau de la justice. Mais nous, on travaillait pour que la personne aille mieux, parce qu'on savait bien que si la personne allait mieux, elle n'allait pas retourner agresser d'autres personnes, quoi. Voilà, donc l'accueil inconditionnel. Donc le tableau est autre, il est tout autre. Alors bien sûr, je vais projeter des choses de moi. Ce tableau, il est composé de couches successives. Il est traversé du désir de son créateur, de son savoir-faire, de son art, de sa créativité consciente, mais aussi il est traversé de son désir inconscient. Et du coup, eh bien, je m'incline devant ce mystère qu'il représente. Face au visible, voilà que je m'incline devant quelque chose de plus grand, une réalité invisible, et qui pourtant fait sens tout à coup. Nous ne sommes pas différents les uns des autres, nous sommes autres. La différence, elle se détermine par de la comparaison, c'est-à-dire, ben, je ne dis pas vous, hein, parce que sinon c'est peut-être faux ce que je veux dire, mais vous êtes français, moi je suis français, oui, donc on est le même, vous êtes de droite, moi je suis de gauche, ou inversement. Du coup,
la différence, elle va se déterminer par le même, par du même. L'altérité, c'est bien plus grand que ça. L'autre est autre. C'est-à-dire qu'il est totalement autre. Il y a, il y a rien qui peut se comparer entre nous deux. Dans une famille, il n'y a rien de plus terrible pour l'enfant, pour le jeune, de plus mortifère que la comparaison. Vous avez sûrement dû vivre ça dans vos familles. Ouais, mais au moins ta sœur, elle a réussi, elle. Hein. Toi, tu as vu, ça fait 3 fois que tu passes le bac, quoi. Et ça, je veux dire, c'est justement dans une idée d'autonomie, de autoriser l'enfant, le jeune, ça c'est terrible parce que ben, j'en fais un objet de comparaison, quoi. C'est-à-dire que vous, madame, si un jour il vous arrive de mourir, ce qui va m'arriver à moi aussi, je ne sais pas quel est votre prénom, je ne sais pas quelle est votre fonction, etc., mais il n'y a pas eu quelqu'un semblable à vous dans les millénaires qui ont précédé, et il y aura personne de pareil à vous dans les millénaires qui vont suivre. Et l'altérité, c'est ça, c'est-à-dire que chacun de nous est vraiment unique, comme chacun de ces tableaux est complètement unique et qu'il n'y a pas de comparaison. Et face à un tableau, face à une peinture, effectivement, je n'ai pas de projet le concernant. Face à une personne que j'écoute, que j'accompagne, qui va venir me trouver pour faire réfléchir sur la trajectoire de sa vie, je n'ai pas de projet sur cette personne. Dans l'accueil inconditionnel, je n'ai pas de projet sur cette personne. Alors bien sûr, je vais écouter ce qu'il me dit à travers de ce que moi aussi je ressens. Je ne suis pas un carton. Bien sûr que quand la personne va me parler, bah, ça va peut-être venir toucher des choses aussi en moi, dans ma sensibilité, dans mon vécu, dans ma trajectoire. Mais je n'ai pas de projet sur ce sujet qui m'apporte sa parole. Je n'ai même pas de projet de guérison. Ça, c'est pas facile à entendre dans le prendre soin. C'est-à-dire que, en tout cas en psychanalyse, hein, je ne parle pas éventuellement du psychologue qui va mener une psychothérapie, je ne parle pas de l'éducateur qui va avoir effectivement un projet éducatif sur un enfant, sur un jeune. Mais notamment dans la psychanalyse, en tout cas comme moi je tente de la vivre, eh bien il n'y a pas de projet de guérison. La personne, elle vient, elle va évoquer sa trajectoire, elle va parler de sa trajectoire, et puis bah, la guérison, s'il y a besoin de guérison, ça va venir par surcroît. Donc, en psychanalyse, le sujet parlant part à la rencontre de ce qui n'est pas visible de lui-même. Comme dans l'œuvre d'art, c'est le symbole qui va faire cette alliance, qui va faire le pont entre justement le monde visible et le monde invisible. Donc voilà, pour reprendre un peu ma trajectoire, l'écoute, extraordinaire. Me voilà donc tout feu tout flamme dans mon cheminement de chercheur. Ça y est, j'ai atteint le Saint Graal du prendre soin. Écoutez, c'est ça. D'ailleurs, c'est le premier des 10 commandements. Hein. Écoute Israël, Shema Israël. Sauf que la véritable traduction, il me semble, c'est pas les commandements, c'est les 10 paroles. Et ça aussi, c'est intéressant. Donc la première des paroles, c'est écoute. Écoute Israël, écoute. Donc, chez les personnes qui traversent un traumatisme, quel qu'il soit, la douleur de n'être pas écouté est plus violente que le traumatisme. C'est-à-dire que moi, j'ai eu à... C'est pour ça d'ailleurs qu'il est prévu, souvent, les gens rigolent, mais quand il y a une catastrophe, quand il y a un accident, etc., il y a ce qu'on appelle les cellules d'urgence médico-psychologique. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont aller sur les lieux assez rapidement, et puis qui vont comme ça réunir les gens qui ont été témoins directs de l'événement, et puis qui vont aider à faire émerger une parole. Parce que la parole, justement, va permettre cette mise à distance du non-sens. Pour reprendre un peu les travaux de Lacan, qui était le psychanalyste qui a repris un peu qui a européanisé un peu en tout cas francisé les travaux de Freud, Lacan, il avait une image intéressante sur le réel, hein, et le symbolique, je ne sais plus le milieu. Et en fait, l'idée, le réel, lui, il disait, c'est pas la réalité. Le réel, c'est l'impensable. C'est-à-dire, c'est un événement qui m'arrive et j'ai pas de parole, ça n'a pas de sens, quoi. Vous êtes dans le métro, il y a une rame qui explose, vous vous retrouvez avec des bouts de corps partout, avec du sang, des gens qui crient, etc. Et là, il n'y a plus de sens possible, quoi. Et donc, la parole va venir justement permettre de reconstruire progressivement, hein, très progressivement, du sens pour que l'événement sorte du non-sens.
Donc voilà, c'est le symbole qui va faire ce travail-là. Et le symbole, symbolus, c'est mettre ensemble quelque chose qui semble séparé. Par exemple, enfin, ça viendrait, parce que je ne suis pas un grand spécialiste de l'histoire, mais les premières tribus, enfin les tribus très anciennes, quand elles faisaient ami-ami, elles cassaient un vase, et puis chacun repartait avec un bout du vase. Et puis, des générations plus tard, quand il y avait un conflit, quand il y avait des tiraillements, etc., chacun amenait son bout de vase, et puis on les mettait ensemble, symbolus, on mettait le bol, et puis si ça allait ensemble, bah, du coup, ok, on faisait ami-ami, quoi. Et ça, c'est le principe du symbole, c'est-à-dire que ça va mettre ensemble symboliquement des choses qui étaient éclatées. À la différence de diabolus, à l'inverse, le diable, enfin, l'idée du diable, c'est le diviseur, quoi. C'est-à-dire que je vais diviser des choses qui devraient aller ensemble. Voilà, donc pour moi, dans ma trajectoire, encore une fois, c'est quelque chose d'extraordinaire, cette écoute de l'autre. Et puis, donc, très vite, ben, là aussi, je vais rencontrer de sérieuses limites, parce qu'il y a le visible que j'entends, le visible auditif, mais qui peut m'aveugler. Et je vais découvrir petit à petit qu'il y a un au-delà du dire, c'est-à-dire un contenu qui ne se dit pas, qui ne se voit pas, qui ne se laisse pas entendre en filigrane, donc en symbolique. Et là, vraiment, ben, nous rejoignons le travail essentiel de ce musée, hein, plus largement de l'art, l'expression artistique. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, en chacun de nous, ce pont, ce lien, cette alliance entre le visible et l'invisible, entre le créateur et sa créature et la création, entre l'artiste et son œuvre. Et le symbole, donc, à cet endroit, ça va être le sésame qui va permettre d'entrer plus avant dans l'œuvre, qui va permettre ce travail d'alliance. Donc, plus qu'observer une œuvre, écouter une vie, s'émerveiller d'une œuvre, d'une vie avec ses lumières, ses abîmes, ses fractures, ses aspérités, ses lumières. C'est donc, je crois, sortir de la dualité mortifère du bien, du mal, du bon, du mauvais, de la beauté, de la laideur. Donc, c'est penser à s'arrêter au seuil de cette altérité irréductible. Et donc, j'étais un peu vite là sur cette histoire de l'auditif visible qui peut me cacher de l'invisible. Donc, c'est un peu plus le travail de la psychanalyse par rapport justement à la psychothérapie. Le travail de la psychanalyse, ça va être justement à travers du visible, du dire, de l'auditif. Je vais essayer d'entendre, tiens, mais qu'est-ce qui se dit au-delà des paroles qui sont dites? Qu'est-ce qui se dit? Et donc la psychanalyse parle des émergences de l'inconscient. C'est-à-dire que la parole va dire, ben voilà, j'ai eu un accident de voiture, j'étais de nuit, c'était le soir, une personne habillée tout en sombre et a traversé, je ne l'ai pas vue, et voilà, je l'ai écrasée, voilà. Enfin, donc elle va raconter ce traumatisme, et puis à un moment donné, donc elle va peut-être faire un lapsus, et là où elle ne va pas l'entendre, moi je vais lui proposer justement dans cette reformulation, je dis, mais vous avez dit tel mot. Non, 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 mais en fait je me suis trompé, je veux dire autre chose. Ouais, mais quand même vous avez dit tel mot. Et c'est ça, c'est-à-dire que le travail psychanalytique, c'est essayer de percevoir à travers un dire, tiens, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vient dire d'une histoire plus profonde, quoi, d'une trajectoire. Parce que souvent dans le travail psychologique, psychanalytique, nous partons beaucoup de l'idée de répétition. C'est-à-dire que un adulte va vivre un trauma et souvent la question c'est, tiens, mais qu'est-ce qui a pu se répéter? Bah oui, ça fait quand même 3 fois que je me fais virer de mon boulot. Et puis, ben, c'est un peu toujours dans les mêmes conditions. Ah, tiens, ben, il y a quelque chose qui se répète. Donc, au-delà de dire que les patrons, c'est vraiment tous des que vraiment le management aujourd'hui, c'est vraiment n'importe quoi, ben, au-delà de dire tout ça, oui, mais dans ma trajectoire, qu'est-ce qui se répète là? Alors, la personne prend ou elle ne prend pas, hein. Là encore, moi, j'ai pas de projet enfin, le psychanalyste n'a pas de projet sur la personne. N'empêche que dans dans ce travail de miroir, la personne va pouvoir entendre des choses tiens, qui font dissonance, qui se disent autrement. Alors, il y a le lapsus, il y a le rêve aussi.
le travail sur le rêve. Par exemple, dans un tableau comme celui-là, c'est ce que je disais à Cyril tout à l'heure, ce qui serait intéressant, c'est notamment avec des ados, avec des jeunes, mais peut-être avec vous aussi, c'est de prendre un temps comme ça de silence, où chacun regarderait le tableau avec une feuille, un papier, et chacun dirait: qu'est-ce que je vois sur ce tableau? Donc il écrirait, etc. Puis après, en petit groupe, s'il y en a qui sont un peu timides, eh bien, nous pourrions échanger. Et là, c'est intéressant parce que, ah ben moi, avec Cyril, par exemple, moi, j'avais vu le chien un peu crasseux, miteux, mais je n'avais pas vu le chien qui, soi-disant, pourrait être du médecin, qui est un peu plus. Vous voyez, lui, il a une ficelle, ah, et lui, il a un collier quand même, un collier qui a l'air en cuir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vois dans ce tableau, qu'est-ce que je vois pas, et justement, au niveau de l'inconscient, alors je ne l'ai pas amené là, mais nous avons, nous, des tests, vous savez, le Rorschach, le fameux Rorschach. Et nous travaillons là-dessus, par exemple, sur une planche de Rorschach. Bah, par exemple, il y a une planche un peu terrible qui est sombre, etc. Et puis, il y a plusieurs personnes, une table d'opération, et dans un coin, il y a un fusil. Eh bien, alors, selon les statistiques, parce que c'est un outil qui a été fait à partir de statistiques, bah, vous avez, je sais pas, par exemple, vous avez 60% des personnes qui ne voient pas le fusil. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Tiens, mais vous n'avez pas vu le fusil, là. Enfin, voilà. Et c'est ça, c'est-à-dire le travail psychanalytique, c'est qu'est-ce que je vais entendre de l'invisible par rapport au visible de l'auditif, par rapport à ce que j'entends, que je vois, qui des fois peut m'aveugler. Et du coup, je ne vais pas entendre vraiment ce qui se dit en profondeur, quoi. Ça va, vous arrivez à suivre? Bon, vous n'êtes pas trop dans le... Parce que ça va l'air de manger, là, donc vous n'êtes pas trop en hypoglycémie, ça va? Voilà. Donc, plus qu'observer une œuvre, ce que je disais tout à l'heure, écouter une œuvre, écouter une vie, s'émerveiller d'une œuvre, d'une vie, avec ses lumières, ses abîmes, ses fractures, ses aspérités, ses lumières, c'est donc sortir de cette dualité mortifère, du bien, du mal, du bon, du mauvais, de la beauté, de la laideur. C'est penser à s'arrêter au seuil de cette altérité irréductible. L'autre est autre, l'autre est tout autre. Et ce que je pense de lui, ce que je peux juger de lui, en fait, ce n'est que la projection de cet autre qui est en moi. Invisible aussi. On n'est jamais complètement visible sur notre inconscient, rassurez-vous. Mais souvent, je vais projeter sur l'autre des choses qui sont de moi et qui ne sont pas vraiment de lui, quoi. C'est pour ça que la reformulation, quand je disais, ça permet de s'ajuster, parce que des fois, ce que je vais lui renvoyer, c'est moi, c'est pas lui. Et lui va pouvoir me dire, mais non, non, c'est pas ça que je sens. Voilà. Il y a, quand je parle de s'émerveiller d'une œuvre, souvent il y a des gens qui me disent, mais vous n'avez pas marre d'écouter des trucs tordus, des difficultés, des traumas, des souffrances, etc. Et moi je réponds, mais non, et je dis, je m'en lasse pas. Parce qu'en fait, c'est assez extraordinaire. Alors des fois, moi j'ai eu la joie, entre guillemets, d'accompagner des fois des gens sur 10 ans, par exemple. Et c'est extraordinaire de voir les petites choses qui émergent. Sur 10 ans, par exemple, comment la personne, tiens, d'un seul coup, elle est plus dans la plainte, ou tiens, elle a changé de boulot, et puis maintenant, elle est bien dans son boulot, alors qu'avant, elle avait eu 2, 3 boulots successifs où vraiment les collègues étaient invivables, quoi. Et pour moi, c'est toujours un émerveillement. C'est toujours un émerveillement justement de suivre une trajectoire, quoi. Alors, quand je parle de mystère, c'est pas quelque chose c'est pas une réalité incompréhensible. Quand je parle de mystère, moi, c'est une réalité que je n'ai jamais fini de découvrir. Je crois que le mystère, là encore, moi je ne suis pas un linguiste, hein, mais je crois que le sens du mystère, c'est ça. C'est pas quelque chose de complètement obscur, c'est quelque chose où j'ai toujours des choses à découvrir. Une réalité que j'ai jamais fini de jamais finir de voir se laisser découvrir, de se faire connaître. Et, et donc, là encore, hein, quand je travaille avec des personnes qui ont vécu des délits graves, qui ont vécu des agressions, qui ont été violents, etc., je ne peux pas les écouter sur des valeurs de bien et de mal, sinon je ne les aide pas, quoi. C'est-à-dire que je vais renforcer la culpabilité, je vais renforcer la honte, mais du coup, je ne vais pas leur permettre de pouvoir mettre en travail ce qu'ils ont vécu, de donner sens à ce qu'ils ont vécu. Non pas dans une culpabilité, mais dans une responsabilité, c'est-à-dire responsabilité de respondere, c'est-à-dire quelle réponse je donne. Et pour moi, le travail d'accompagnement, c'est ça, c'est-à-dire que je vais permettre à l'autre, alors qu'il soit malade, qu'il ait vécu quelque chose de difficile ou qu'il aille bien, hein, je vais lui permettre de donner une réponse à ce qu'il traverse.
Et la culpabilité, c'est-à-dire je coupe, culpabilité, c'est couper, hein. C'est-à-dire c'est la guillotine. Et si je suis guillotiné, j'ai plus ma tête pour penser. Et quand je dis au début que penser la vie, ça donne la vie, eh bien c'est ça. Et la honte, la culpabilité, elle ne me permet pas de penser. Au contraire, elle m'enfonce régulièrement, hein. Donc si je veux prendre à la fois soin, et j'ai à prendre de soin, c'est mon boulot, hein, notamment dans ces groupes thérapeutiques, j'ai à prendre de soin de ces hommes. Alors, on a eu quelques femmes, pas souvent, hein. On a eu une boxeuse un coup, qui avait fait un peu du ramdam. Mais quand j'ai à prendre soin comme ça de quelqu'un qui a été violent, quelqu'un qui a été agresseur, etc., j'ai à prendre soin de lui et j'ai à lui restituer donc cette part de lui qui est sujet pour qu'il donne une réponse à ce qu'il a vécu. Et puis du coup, donnant une réponse et advenant dans cet être de sujet, il va pouvoir lui ensuite regarder l'autre comme sujet et non pas comme objet de jouissance. Ça va? Vous vous endormez pas? Moi, ça me passionne, alors j'en parle avec beaucoup de... Bon, je vois qu'il n'y en a pas trop qui baillent, qui s'endorment. Bon. Voilà. Donc un mystère à décrypter. Mais alors à décrypter, moi j'en décrypte qu'une part, hein, quand j'écoute la personne. Donc l'agir, le passage à l'acte, hein, c'est une parole qui n'a pas pu se dire, qui n'a pas pu se parler autrement que dans l'agir, justement. Donc l'écoute du visible entendu, de ce que j'entends, doit donc me permettre de m'avancer dans l'invisible, et surtout à la personne de s'avancer dans cet autre qui est en lui et qu'il ne connaît pas, qu'il a à découvrir. Donc, que je l'ai dit, hein, c'est-à-dire les rêves, les lapsus, les actes manqués, tous ces messages qui ne sont pas extérieurs au sujet, mais qui sont à l'intérieur de lui. Je me rappelle d'une dame comme ça, qui était prof sur une ville du Nord, et qui était voilà, dans une tension, elle était pas loin du burn-out. Et elle vient me voir un coup comme ça en séance, elle me dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Lundi, j'ai pris la route pour aller au boulot, et au bout de 20 km, je me suis aperçu que j'étais en direction du sud. C'est un acte manqué, c'est-à-dire qu'elle n'entendait pas suffisamment, alors je ne me rappelle plus, moi, c'était un certain temps, mais elle n'entendait pas suffisamment de cette urgence de s'arrêter, quoi. Alors je ne sais plus, moi, comment elle a mis ça au travail. Moi, je le dis maintenant avec mes mots, mais elle avait envie d'aller vers la plage plutôt que... Alors, en plus, je crois que, si je sais plus si c'est elle ou quelqu'un d'autre, euh, qui avait fait ce lapsus, donc pareil, qui était au boulot, et au lieu de dire, j'ai tourné les pages, elle a dit, j'ai tourné les plages. Et alors pareil, moi je me rappelle plus comment elle a réagi, je dis, vous avez dit, j'ai tourné les plages? Non, 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 mais je voulais dire les pages, les pages. Oui, mais vous avez dit, j'ai tourné les plages. Et là, c'est intéressant de travailler sur ce symbole. La plage, non, non, mais ce n'est pas, oui, ok, d'accord, mais la plage pour vous, c'est quoi? Et là, il y a un travail qui va se faire sur, justement, sur ce symbolique de la plage, qui va lui permettre d'entendre autre chose voilà, que son premier dire, quoi, que ce visible du dire. Voilà. Voilà. Donc, bon, non, je ne vais pas vous le lire. J'avais une petite interview que j'aime beaucoup lire de Brassens avec André Sèvres. Et c'est André Sèvres qui interviewe Brassens. Et il lui pose des questions, mais en fait, André Sèvres voudrait l'amener à ce qu'il a envie d'entendre d'un Brassens. Et Brassens dit, mais c'est pas ça que je suis en train de te dire. En fait, tu viens vers moi, mais tu viens vers moi qu'un Brassens tout fait, quoi. Et moi, je suis en train de dire qui je suis. Allez voir sur Internet, vous allez la retrouver. Elle est extraordinaire, cette interview, parce que je me dis, Brassens, il avait une finesse extraordinaire, quoi. Pour lui renvoyer ça, c'était vraiment, voilà. Mais je ne vous le dis pas, parce que c'est un peu long. Voilà. Donc, pour tout cela, nous avons besoin les uns des autres. Le prendre soin est toujours une attention collective. Il y a une intervention avec un sociologue, non, après? Un historien. Moi, j'aime beaucoup cette idée d'attention collective. C'est-à-dire que voilà, dans le musée, vous n'avez pas un seul conservateur ou une seule conservatrice. D'ailleurs, il n'y en a plus en ce moment, hein. Ouais. La preuve, est-ce que ça marche encore? Voilà, dans le musée, sur cette exposition extraordinaire, vous avez des responsables qui vous accueillent tellement gentiment. Vous avez des responsables qui organisent l'exposition, l'accrochage, qui règlent les lumières, qui embellissent le bâtiment.
Je sais s'il y a du boulot dans un vieux bâtiment. Et donc voilà, le prendre soin, pour moi, c'est une attention collective. Et c'est une attention politique, c'est-à-dire que, bah, par exemple, le musée, il est en partie, alors je ne sais pas, moi je ne connais pas grand-chose, mais il est en partie, par exemple, géré par la mairie, par des politiques. Donc il y a un moment donné aussi il y a une orientation politique pour que des gens puissent revenir à l'essentiel dans un musée. Ah, on a parlé des travaux, des travailleurs essentiels ou pas essentiels. Et voilà, donc le prendre soin, c'est aussi une attention collective. Et là, j'aurais beaucoup à dire sur comment le collectif de l'hôpital est en train vraiment de sombrer actuellement de manière dramatique, quoi. Je disais, dans les années 60, nous avons été nombreux à investir cet espace public qu'est l'hôpital. Aujourd'hui, ben, tout le monde s'en va, hein. C'est-à-dire que, par exemple, sur Saint-Ylie, on a dû fermer plusieurs services parce qu'on ne trouvait pas suffisamment de personnel pour prendre soin des gens qui venaient. Voilà, donc une attention collective. Il y a, et pour le psychanalyste, enfin pour le soin psychique, il en avait de même. Et pour plagier une maxime religieuse d'un ami que je connais, je dirais un psychanalyste seul est un psychanalyste en danger. Et je crois que c'est pareil pour toutes les professions. C'est pas possible de travailler seul, quoi. Et pour moi, plus largement, ces longs mois de travail au musée Adol sur la question de se prendre soin, eh bien, ça nous aura permis un éclairage, lui aussi pluridisciplinaire, hein, avec justement ces interventions. Donc pluridisciplinaire, artistique, sociologique, philosophique, avec Stéphane la semaine prochaine, médical, psychologique, etc. Un grand merci à vous tous, hein, qui avez osé cette expérience au-delà des résistances, au-delà des conditions difficiles, suite au décrochage, parce que vous parlez d'accrochage, mais il y a eu tous ces décrochages, des confinements, des obligations sanitaires, entre autres choses, bien sûr. Et pour finir, mon vœu le plus cher au début de cette nouvelle année, c'est que nous soyons chacune et chacun en émerveillement de cette œuvre d'art que nous sommes chacune et chacun. Que nous soyons dans chacune de nos relations à l'autre, comme face à une œuvre mystérieuse, un tableau qui parle d'une trajectoire absolument unique et non soumise à la comparaison. Que nous sachions rester émerveillés du visible et toujours joyeusement curieux de l'invisible. Et puis, il y a page 180, cette phrase pour terminer, que j'aime beaucoup. Le dernier chapitre de ce livre, hein, qui est de Georges, alors je ne sais pas si je prononce bien, hein, Joram Federman, qui est un psychiatre. Et vraiment, c'est un chapitre vraiment intéressant. Si vous n'avez pas le livre, je vous le conseille. Et il dit cette phrase: le ressort d'une existence n'est pas tant de toucher à la terre promise que de rester attentif au mouvement de la promesse. Merci de votre attention.